Parce que le travail qu'il a fait pendant, je pense que c'est une dizaine d'années, était remarquable et il a mis en œuvre, je pense, le mot le plus important que vous avez dit dans ce magnifique discours, c'est la transmission. Et ça a été le porte-parole vraiment francophone de cette institution qui aujourd'hui fait de plus en plus d'efforts de s'isoler un peu de ce qu'était la communauté ashkénaze très anglophone. Donc pour ça, Loulou a fait des choses mais vraiment irremplaçables. Et c'est dans cette salle, il y avait beaucoup plus de monde, mais il y a un match de hockey ce soir. Et il était beaucoup plus intéressant, c'était des groupes d'écoliers. Et cette photo, elle est bien, mais moi j'en ai une où il est entouré mais d'une mer d'enfants. On voit de toutes les origines, de tout, voilà. Et c'est cette transmission du message essentiel, plus jamais ça. Et ne pas baser sa vie sur la haine et sur l'exclusion de l'autre. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment le remercier. Et je suis là ce soir grâce à lui. Merci. So I just want to say these few words in English. The office de la langue française supposedly isn't going to show up tonight. They're watching the game, right? Go ahead, go. In French, of course. As I want to say those few words on Leon, Loulou, as we call him in the family, is that the main thing that we're talking about tonight is transmission, but not just transmission about the past, but the lessons and the values that we need to learn from the most horrible of all experiences, which was the Holocaust. And Loulou was not only the porte-parole, the spokesperson in French for this institution, but he was also himself, which I was lucky enough not to be. He was also himself an enfant caché, a hidden child, born in 1940, and had a very, very complicated life because he was hidden, and only at the age of 6 did he discover that he was a Jew and that his mother had died at Auschwitz. And he's been an inspiration for me. In the picture, can we get the picture back of the in the picture here, he's the good-looking guy, he's 24. And he has just come to Canada, and I'm 10, and one of the subjects in the play, and the sujet de la pièce, is that I'm an overprotected child from a Yiddish mama who's gone through hell. And he comes along and says, hey, he's got to be like any other normal kid, and he becomes my big brother. And there's my sister on the right, my father, and we had a little dépanneur on Van Horn. Mais Loulou est arrivé au bon moment dans ma vie, et ce soir je lui rends un peu, mais juste un peu, de ce qu'il m'a donné à moi quand j'étais jeune. Et pour ça, je le remercierai jamais assez. Merci. Maintenant, t'arrêtes de pleurer parce qu'après, je ne pourrais pas faire mon truc. Ça y est? Ça va. La partie chargée. chargée. Mais la partie chargée, elle l'est pour nous tous, en fait, de façon surprenante. Alors, on va essayer de faire ça sans être trop chargé et d'être plutôt vers la lumière, parce que c'est l'objectif de ce soir. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Michel, j'aimerais qu'on commence donc, sans revenir sur tout le background qui a déjà été donné, mais quand même, qu'on commence un peu par comprendre pourquoi cette pièce-là, maintenant, et pourquoi dans un format de pièce de théâtre. Alors, il y a plein de raisons. La première raison, c'est que je suis très bavard. Et donc, la pièce de théâtre me semblait le moyen le plus naturel, parce qu'écrire des scènes, je ne sais pas, proustiennes, bon, avec des descriptions, non, c'est pas mon truc, c'est que les gens se parlent. Donc je pense que c'est une explication un peu superficielle, mais une réalité, pourquoi j'ai choisi ça. Aussi, quand j'ai traduit, parce qu'à l'origine, j'ai fait un long entretien avec ma mère, qui était en anglais pendant des années, et après je l'ai traduit en français, et j'ai donné ça à une amie qui a trouvé ça
intéressant et émouvant, mais elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu en fais à partir de là? Et c'est elle qui a eu l'idée, mais met en scène, prend des éléments de ce récit en faisant quelque chose qui parle à la nouvelle génération, donc la transmission. Donc c'est là où est venue l'idée de la pièce. Et moi j'avais écrit pour les autres toute ma vie, parce que j'étais un rédacteur pour ce que vous appelez au Québec la communication corporatiste, ce qu'on appelle en bon français en France le corporate. Et je me suis dit, et voilà, il y a beaucoup de gens de ma génération qui se mettent à écrire tard et que ça leur permet de comprendre ce qui est passé. Voilà. Donc, et je me suis dit que peut-être un jour ça pourrait se faire. Voilà. Mais c'était la transmission, c'était ma compréhension, et puis voilà, la pièce me semblait le bon format. Voilà. Voilà. Et est-ce qu'il y avait une tradition déjà théâtrale dans la famille avant ou c'était nouveau? On était tous des acteurs, mais on n'a jamais trouvé le metteur en scène qui voulait nous mettre au théâtre. Et alors, juste sur ce point-là, quelqu'un d'autre devait ce soir jouer le rôle d'Annie, c'est-à-dire de la sœur de celui qui vient interviewer sa mère à Montréal en 1995, 50e anniversaire de la fin de la guerre. On est vraiment... et donc, cette actrice n'a malheureusement pas pu être là ce soir. Et donc, c'est ma fille qui va monter sur scène. Qui n'est pas actrice. Hein? Qui n'est pas actrice. Qui sait, qui n'est pas actrice de théâtre, on va dire, reconnue sur scène, mais qui sait... non, mais on est tous un peu acteurs, hein, je veux dire. Notre ami Shakespeare, il disait « Life is but a stage hein, ». Donc, et je dirais qu'effectivement, si on parle de... Est-ce qu'il y avait une tradition théâtrale dans la famille? Ben, c'est que les familles juives ashkénazes et les familles... beaucoup de familles, les Italiens aussi, etc. Mais on était vraiment très dramatique et il y avait de l'humour qui pouvait nous permettre de surmonter la tragédie. Donc oui, il y avait des éléments de théâtre dans notre vie et je pense que c'est dû naturellement. L'autre chose, c'est l'autre jour on a parlé de pourquoi le théâtre dans le petit entretien qu'on a eu au début. Et dans les ghettos, avant que la solution finale soit mise en œuvre complètement, et on essayait de garder un petit semblant de vie normale, et en particulier pour les enfants, le théâtre a joué un rôle très important, parce que les enfants se rassemblaient pour jouer, il y avait aussi les chœurs, mais le théâtre était vraiment important, et ça leur permettait de devenir quelqu'un d'autre, de sortir de leur quotidien. Et donc c'est peut-être un élément inconscient, sous-conscient, mais le théâtre me semblait le bon format pour ça. Pour le toucher. Puis là déjà, il y a plusieurs thèmes qui... C'est ça mon problème, hein. Vous allez... Parfait. Donc elle a le droit, on s'est mis d'accord que si je parle trop, elle doit dire « mais ça c'est une autre histoire ». Good, vous allez le reconnaître. Mais avant qu'on plonge plus loin dans les thèmes de la pièce, donc on vient aussi d'aborder là, j'imagine que les gens n'ont pas tous eu le bénéfice de lire la pièce et c'est la raison pour laquelle on va avoir... tout le monde et personne l'a lu. Hein. Vraiment. Très très rapidement, c'est une pièce avec combien de personnages? Il y a 5 personnages. Donc le personnage principal, c'est la mère. Son fils qui vit à Paris, elle vit à Montréal. Son fils vient parce que sa sœur est malade et il a un secret, en tout cas il n'a pas dit encore à sa mère qu'il a un contrat pour faire un documentaire. Donc ça, c'est les 3 personnages principaux de la famille directe. Ouais. Et elle vit avec ce qu'on appelle en yiddish sa Ghetto-Schwester, sa Lagerschwester, c'est-à-dire sa sœur des ghettos et des camps. Et ça, c'est un élément qu'il faudrait un jour mettre en lumière, c'est les femmes qui se mettent une à deux, des buddy systems, hein, comme on dit, mais ça leur permet de tenir. C'était particulièrement important pour les femmes. Donc elle vit avec elle. Et puis après, il y a un ami qui est inspiré un peu de quelqu'un qui est dans le public ici et d'un autre ami qui vient, lui, de Ghana, mais qui est aussi un exilé. Donc il y a ces 5 personnages et qui l'aident à faire ce film. Donc ces 5 personnages
qui vont se rassembler autour de cette personne qui est survivante. Parfait. Alors là, je pense qu'on a déjà le portrait de tous les thèmes que je voulais aborder, donc on va les décomposer tranquillement. Tranquillement. Si on comprend bien, c'est donc une pièce qui est fortement inspirée par ta vie de famille. Oui. Et donc, la famille a un thème central dans l'histoire à la fois de la pièce, mais de ta vie. Est-ce que c'est quelque chose... Moi, évidemment, en lisant, bon, vous aurez compris de par le documentaire... Tu as lu la pièce? Bien sûr que j'ai lu la pièce! Non seulement j'ai lu la pièce, mais j'ai été très touchée par la pièce. Puis c'est pour ça que j'étais particulièrement contente d'être ici ce soir, parce que j'ai reconnu, comme je te disais, Toi aussi. de nombreux éléments. Dans mon cas, c'est ma grand-mère et non ma mère. Donc, c'était frappant. À chaque page, j'avais l'impression que je lisais pas mon histoire, mais quelque chose de très, très familier. Donc, l'importance de la famille et l'importance de la mère omniprésente dans cette famille-là. J'aimerais ça t'entendre. Il y a une réplique, je ne sais pas si ça fait partie de la lecture, mais quand elle dit « Il a mis un océan entre nous ». Alors, le jeu de mots aurait été, parce qu'il y a un peu de Lacan, un peu de Freud, j'ai enlevé, j'ai désintellectualisé une partie, mais il a mis une mer entre moi et sa mère. Il y a les deux. Voilà, il y a les deux. La mer qu'on met entre la mer. Et pour moi, c'est un des éléments les plus importants, c'est qu'on est dans une famille, mais extrêmement prenante. On a une histoire, mais surtout quand on est jeune, qui est très difficile à appréhender. Et on a une constante dichotomie, un constant conflit, surtout vraiment jeune, à quel point on veut cette famille, on n'aura jamais plus rien d'aussi important, parce qu'elle est tellement déterminante, et puis elle a un tel poids, et nous, les enfants, sommes la victoire principale de leur survie. Et c'est tellement quelque chose d'extraordinairement riche, mais aussi quelque chose d'extrêmement lourd à porter. Et donc tout le problème est de trouver la bonne distance. Et donc la distance et le temps. Il y a deux éléments, c'est-à-dire entre la sœur et l'autre personnage. Lui, il a mis un océan, elle est restée près de sa mère. Et on a ces différences et tout ce qu'il y a entre les deux. Ça, c'est la première chose. Donc, comment trouver la bonne distance sans rompre, parce qu'on ne peut pas, et on ne veut pas. Et deuxième chose, dans le temps, il y a des moments où je mettais tout ça de côté, je voulais rien savoir. Il y a des moments, et maintenant, ça fait maintenant 10 ou 12 ans, que je suis presque... Il va falloir qu'un de ces jours, je prenne un petit roman léger pour aller à la plage. Mais je suis trop plongé, par moments, presque obsédé, et je vais de plus en plus profondément dans les récits de guerre de personnes. Et je suis tombé sur un livre l'autre jour qui est pour moi quelque chose de vraiment, vraiment important, c'est-à-dire parmi les grands chroniqueurs, non pas des batailles, des survies, la chronique que j'ai traduite du yiddish, c'est ça, mais des adolescents au cœur de la Shoah. Et c'est un livre extraordinaire parce que ça parle, les plus connus, c'est Apfelfeld, Kertész et Wiesel, pour ceux qui connaissent cette littérature, il y en a plein d'autres. Et ils disent que les travaux les plus importants d'introspection, de questionnement de l'identité, d'incompréhension, et d'essayer de reproduire ce moment, parce qu'on est dans l'adolescence, qui est déjà une période difficile dans la vie. Dans certains cas, on a perdu ses parents, on n'est plus un enfant, on n'est pas encore un adulte, et il semble que cette période est vraiment celle qui touche le plus profondément les êtres qui ont vécu ça. Et ma mère avait 14 ans, comme Imre Kertész, qui est un énorme auteur, qui a un prix Nobel, et qui avait 14 ans aussi quand il était déporté. Donc je pense que cet élément et certains troubles, pour revenir à ta question de le lien à la famille, c'est ça qui trouble le plus, parce que l'adolescente est une sorte de vide. Ma mère n'a jamais été adolescente. Voilà. Oui. Et ça joue beaucoup. Et donc dans un des éléments qui est l'incompréhension qu'il peut y avoir, d'une part à cause de l'expérience vécue,
qui est indicible, et de l'autre côté, qu'elle n'a pas les moyens de savoir mais qu'est-ce que c'est d'avoir 14 ou 18 ans. Moi, je parle toujours de l'adolescente. Je regarde ma fille, là. En France, on appelle la Première Guerre mondiale la guerre de 14-18. Moi, c'est ce que j'appelle l'adolescence. C'est une guerre de tranchées. Mais quand on a derrière ça une mère qui a été déportée et qui a survécu miraculeusement et qui n'a pas eu d'adolescence, ben, ça creuse encore plus l'incompréhension, quoi. Donc, une double difficulté. Une double difficulté. Et est-ce que, parce qu'il y a aussi un thème dans la pièce que j'ai quand même reconnu, là, le côté où les personnages reprochent à la maman de constamment comparer sa souffrance. Et ça me fait penser à ça parce que c'est de l'ordre de la souffrance de la mère ne peut jamais être, ou en fait la souffrance des autres ne peut jamais être aussi proche que celle qu'elle a vécue. Et à t'écouter, je me dis, ben, il y a à la fois la guerre, mais il y a effectivement cette absence d'enfance ou de jeunesse là. C'est comme si ça crée une personne avec un profil assez particulier. Oui, et puis c'est une mère juive. Hein. Donc ça rajoute une autre dimension. Non, mais c'est vraiment le cœur de cette difficulté d'adhérer à la famille, parce qu'il y a une telle protection. Après, je peux vous raconter une histoire, mais c'est une autre histoire d'un traumatisme post-guerre que ma mère a vécu, mais je ne vais pas en parler ce soir. Mais elle avait raison d'avoir peur, parce que c'est un des éléments où on ne peut pas lui reprocher. Quand Loulou est arrivé, il m'a dit « Tu dois être comme un autre garçon, tu dois aller faire du vélo, tu dois... il y avait une piscine qu'on venait de construire derrière, on était sur la Norme, il y avait une très belle piscine olympique qu'on avait construite rue Saint-Cyril. Je pense que c'est la piscine Kennedy aujourd'hui. Et Ce jour-là. il me dit, mais attends, il a une piscine, et ma mère me dit, non, il ne faut pas aller dans l'eau parce qu'il va se noyer. Quand je voulais jouer au hockey sur glace, hein, et merci d'être là encore une fois parce qu'il y a un match ce soir, quand je voulais jouer à hockey sur glace, elle m'a montré un patin. Elle m'a montré le bord du patin qui était tranchant. Jayden, il en sait quelque chose parce qu'il s'est fait trancher. Il était un très bon joueur de hockey. Il s'est fait trancher. Il est toujours un très bon joueur. Il est toujours un très bon joueur. Mais elle avait peur de tout. Et elle avait peur de tout parce que c'était normal. Elle avait surmonté quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Voilà. Mais et donc, comme enfant, comment on surmonte ça? On surmonte ça parce que déjà, il y a un cousin qui arrive, alors, c'était un colosse, et on surmonte ça en essayant, parce que à 10 ans, je ne sais pas tout, je commence à savoir des choses, mais on surmonte ça de manière, on va dire, non linéaire. On apprend des choses, c'est toujours très compliqué. Il y a certaines choses où on dit, bon, ok, il y en a d'autres qui vous touchent plus. Je vais vous raconter une histoire, ok? Dans ce magasin, un jour, je rentre au magasin et je vois ma mère pleurer. Et elle a devant elle un papier avec une écriture gothique. Et c'est en allemand. Et je la vois pleurer. Et je me dis, mais pourquoi tu pleures, maman? Et elle me dit, parce que les Allemands viennent d'ajuster, parce que les Allemands ont donné un certain montant de réparation au tout début, quand quelqu'un pouvait s'identifier comme victime du nazisme, et après ils ont rajouté au fur et à mesure des choses qu'on avait souffert. Donc ma mère, elle a eu la totale, hein, je veux dire, enfant, déporté, orpheline, esclave, elle a tout eu. Donc il y avait le bilan qu'ils avaient fait, ça a pris, on est en 1962, ça a pris 17 ans, ils ont fait une enquête complète. Et je regarde ce papier, et c'est marqué, puisque je parle yiddish, le yiddish est proche de l'allemand, et je regarde le papier, et c'est marqué « Wieder gut Machungsgeld ». Et comme ces mots composés de l'allemand, « Wieder » c'est encore, « gut » c'est bien, « machen » c'est faire, et « geld » c'est de l'argent.
donc de l'argent pour faire du bien de nouveau, des réparations. Et c'est ça qui nous a sauvés. Parce qu'on était dans un état, on avait une première étape de notre vie au Canada, et on était dans un état au ras des pâquerettes. Et pendant presque 10 ans, Loulou le sait bien, il est là, donc, pendant presque 10 ans, on a travaillé, mes parents ont travaillé, et moi j'ai travaillé avec eux, et ma sœur a travaillé avec eux, de 6 à 7 heures du matin. On était dépanneurs avant que les Steinbergs et les autres supermarchés, on avait un grand Steinbergs dans notre quartier, j'espère que les Steinbergs ne sont pas là ce soir, et ça nous a permis de vendre en dehors des heures d'ouverture des supermarchés, et le dimanche et le samedi. On prenait 3 jours de repos par semaine. On prenait 3 jours de repos, ça c'est la France. Non, on prenait 3 jours de repos par an, les 2 jours de Yom Kippour et Rosh Hashanah. Et c'est tout. Donc voilà. Et donc moi j'étais très heureux dans ce magasin. J'étais avec mes parents, on travaillait ensemble. Dans la pièce, ma mère raconte comment avant la guerre, elle était très heureuse d'être dans l'atelier de couture. C'est pas vraiment son histoire, ça c'est une partie. Mais c'est vrai que ces enfants, et on a vu ça à Paris, dans le Marais, on a vu ça partout dans les populations immigrantes, les enfants travaillent avec leurs parents et ils trouvent ça très normal. Et c'est une des choses aussi, je pense, qui permet aux plus jeunes, ça, dans toute la littérature, de dire ben, la vie c'est ça, ok, c'est un peu bizarre, il y a des moments difficiles, mais l'enfant est inconscient et heureusement. La Vita est belle, le film, Oui. hein, où il donne une illusion à son fils Que tout va bien. que tout va bien. Donc c'est un vécu où on est un enfant normal et plus tard on se rend compte qu'il y a des choses qui étaient un peu spéciales. Voilà. Donc, je ne sais pas où je vais là, parce que... Non, ça fait rien. On était parti de la façon de surmonter cette difficulté-là par rapport à la maman qui peut être un peu omniprésente, on va dire, pour que ce ne soit pas trop négatif. Voilà. Et la difficulté de comparer ou de pouvoir souffrir, mais que sa souffrance ne se compare jamais à ce que cette personne-là a vécu. Voilà, on ne sait pas, oui. Ouais, donc on était parti là, mais on touche aussi à un autre thème qui est très présent dans la pièce et qui est très présent dans la diaspora juive et dans votre vie, l'exil. Et j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Pourquoi être parti? Comment se fait? Est-ce qu'il y a un moment où on se sent rattaché à un endroit? Est-ce qu'il y a un choix à un moment donné de se dire, voilà, mon identité, elle est ici, c'est ici la maison? L'entre-deux? L'entre-deux, je pense, est un peu le... non. Ce qu'il y a, je m'en rends compte de ça plus tard, c'est que, et mon père était très politique, hein, mon père était un membre du Bund, du Arbitering, hein, certains savent ce que c'est ici, et dans ce lieu, je pense qu'il y en a qui ont beaucoup célébré cette tradition, qui était, on est là et on essaye à la fois de garder une identité propre, mais aussi, donc, on est souvent laïque, et aussi on veut rester là où on est et vivre. Donc, cette combinaison difficile, on est là, mais on a été avant ailleurs, et on sera plus tard encore ailleurs. Donc, mes parents quittent la Pologne. Mon père est d'ailleurs exilé déjà pendant la guerre pour survivre, lui, en Ouzbékistan, parce qu'il est communiste, et voilà, bon, ça c'est une autre histoire. J'ai même pas besoin de le dire. Et il revient en Pologne, où il trouve la catastrophe dans la ville où ont vécu nos grands-parents, c'est-à-dire que la maison a été reprise par quelqu'un. Il rentre dans sa maison, il a gardé sa clé, et il y a exactement les cadres, la vaisselle, rien n'a changé. La seule chose qu'ils ont changé les photos dans les cadres et ils sont installés. Donc déjà le premier exil, tu reviens et tu n'appartiens plus. Et ils ont eu la gentillesse, ces personnes-là, de ne pas jeter les photos. Donc les seules photos que j'ai de nos grands-parents, ils ont dit voilà, prends la photo, mais c'était fini, ils devaient partir. Donc déjà il y a un premier exil. Ma mère, elle, est libérée par la Croix-Rouge suédoise, et c'est pour moi c'est un des éléments qu'on va dire ce soir, c'est un des plus beaux éléments et un des plus beaux souvenirs de sa vie. Et d'ailleurs, je suis, grâce à vous, parce que je fais cette soirée en contact avec le musée de l'Holocauste à Stockholm,
Ils ont dit, ah mais c'est une très bonne idée de commencer à parler de la deuxième génération. Et donc déjà, ils arrivent en France, et ils ont de la famille en France, et ils se disent, la France, pays d'accueil, et elle l'était, ils ont laissé, ça va très bien. Et donc ça, c'est autour de 1947-48. Et en 1900, donc ma sœur est née en 49, je suis né, on l'a déjà dévoilé ce soir, en 53. Donc maintenant, je ne vais plus le cacher. Non. Et donc, en 59, mes parents partent de la France et viennent au Canada. Pourquoi? Ça allait en France. Bon, il y avait des limites sur les personnes qui n'étaient pas de... Ça allait. Mais ils se disent, il y a un truc qui se passe là-bas, qui est la guerre d'Algérie, où Loulou a été combattant d'ailleurs. Et ils disent, la guerre d'Algérie, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, la France était au bord, avant que De Gaulle fonde la Ve République. J'ai encore le souvenir d'aller avec mon père à la place de la République. Il avait érigé un grand V en bois pour la Ve République et la victoire. La France était au bord de la guerre civile et d'un putsch militaire. Et mes parents regardent ça et disent non, on ne veut pas que nos enfants vivent dans un contexte de guerre, donc on part au Canada. Et c'est pour ça qu'on arrive ici. Moi, je ne comprends pas, moi j'aime Paris, j'ai mes copains de maternelle, et on prend un bateau au milieu de l'hiver, on arrive à Halifax, et on se retrouve. Et putain, qu'est-ce qu'il fait froid ici. Et j'étais pas très content. Mais je me suis rendu compte que finalement j'ai eu beaucoup de chance, parce que l'ambiance à Montréal et dans l'école où j'étais, il y avait beaucoup d'immigrés. Il y avait déjà les Hongrois qui sont venus en 56. Il y avait beaucoup de Juifs rescapés de la guerre. Vous savez que Montréal est la ville du monde qui a la plus haute proportion de rescapés directs de l'Holocauste par rapport à la population. Tel Aviv et New York ont plus de survivants, mais Montréal est la ville qui a accueilli le plus grand nombre de survivants par rapport à sa population. Et puis après, il y a, je sais pas, il y a 68 avec les Tchèques, etc. Donc, et il y a déjà beaucoup d'Italiens, beaucoup de Grecs et tout ça. Donc, on arrive dans un monde absolument incroyable. J'étais à l'école anglaise à Outremont, et c'était un monde extraordinaire. C'était une utopie, et pour un enfant, une richesse extraordinaire. Donc moi, j'ai adoré cette enfance. Et puis, plus tard, alors c'est encore confus et c'est toujours très contradictoire. C'est-à-dire que moi, je deviens un bon gauchiste puisque je viens d'une famille de gauche, et je suis, pardonnez-moi parce qu'aujourd'hui ça a une sensibilité, je deviens un militant du Parti québécois. Alors pour ceux qui connaissent un peu cette histoire de cette époque, je ne vais pas être trop long, je suis dans le quartier de Mercier, j'habite juste en face de Wolanski's. Et je suis dans le quartier de Mercier où il y a encore une vague d'immigrés, c'est-à-dire les Portugais. Hein, c'est la révolution, la Coronation Revolution, la révolution des Oïens. Et il y a quelqu'un qui est député de Mercier, qui s'appelle Robert Bourassa, qui est le Premier ministre du Québec. Et on arrive, en étant militant là-bas, à sortir Robert Bourassa perd son siège. Gérard Godin est élu, un mec très à gauche, et qui devient ministre de la Justice, ministre des Relations avec les communautés, et qui est le compagnon de Pauline Julien. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est à peu près une contradiction, et vraiment l'extrême gauche du Parti québécois. 76, et moi, je sors de McGill, et je me rends compte que c'est vachement bien, et puis voilà... Mais moi, j'ai plus ma place, là. Parce que je suis, avec un nom dit, je suis plus pure laine. C'est là la contradiction. Tu essayes de t'intégrer et tu te rends compte qu'il y a une limite. Donc, j'ai un nom bizarre, j'ai un diplôme de McGill et je parle avec cet affreux accent cette France. Donc, et puis le pays étant... Et tous mes amis qui sont anglophones partent. Et je me suis dit, mais je ne peux pas trouver de boulot, qu'est-ce que je fous ici? C'est l'horreur. Et là, je pars, et tout le monde part à Toronto, à Vancouver, je ne sais où.
Et les gens et je dis, moi je me tire aussi parce que c'est catastrophique, tout en ayant été un militant pour, hein, et très actif, et pour le RCM aussi, pour les gens qui ont déposé les gens drapeaux. Bon, j'ai été vraiment impliqué dans la politique, alors ça c'est une famille. Je me dis, ouais, mais je suis pas bien ici. Et quelqu'un me dit, mais alors tu vas où à Toronto? Moi je dis, non, moi je vais à Paris, moi. Ouais, alors c'était pas la langue française, c'était le fait que tout d'un coup, on était des personnes non grata, c'est-à-dire qu'on avait quelqu'un comme moi, et je me suis dit, ben, je reviendrai, je pars pour une année sabbatique, maintenant ça dure 45 ans. Voilà. Donc je me rends compte, aujourd'hui, avec le temps, que tous les grands mouvements, alors il y a une fille aussi dans l'histoire, mais ça c'est une autre histoire, mais... deux, ouais, non mais... Maya, on est en public là. Et donc, je me rends compte plus tard que tous les mouvements de ma famille étaient dus à soit une politique réelle menaçante, soit un problème virtuel et qui était un problème d'exclusion, souvent de ceux qui n'étaient pas dans la norme. Donc voilà. Mais et aujourd'hui, je commence à avoir des problèmes parce qu'en France, voilà, comme partout. Alors, donc, mais bon. Contexte compliqué. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, avec la sagesse, le temps, je ne sais trop, est-ce qu'on finit par se sentir appartenir pleinement à un endroit ou on se sent toujours un peu encore entre deux chaises? Alors, on se sent toujours. Moi, je me sens toujours quand je viens à Montréal et quand les Canadiens sont dans les playoffs. Montréalais. Les Montréalais, les Habs sont dans le... Je me sens totalement ici. Et j'ai ma famille ici. Et en France, avec les années, et puis bon, je suis né là-bas. Non, je me sens chez moi. La seule chose que je ne sais pas, maintenant j'arrive à un certain âge, je pense que je ne vais pas bouger, mais pendant plusieurs fois, dans les 45 ans que j'ai passé en France, je me demandais, à certains moments, est-ce que je reste ici? Ça, c'est une question qui revient constamment. Donc, je pense que c'est une bonne chose aussi, parce qu'on se dit, est-ce que je pourrais vivre quelque chose de plus intéressant dans un autre pays? Ah, il se passe des trucs là-bas. Ah, il y a une opportunité. Donc, c'est toujours ce double tranchant. C'est une instabilité d'identité, de savoir si on est chez soi, mais c'est aussi une opportunité de dire, ben moi, je peux repartir et je peux refaire ma vie à tout moment. Et même dans ma carrière, j'ai fait des choses très différentes. Donc, je pense que c'est ça quand on a parlé, et tu m'as dit un peu tes origines, et alors là, le nombre d'activités que tu as, alors moi je suis un nain à côté de toi. Non, ça se Bon, ressemble. ça se ressemble, mais moi j'ai pas de doctorat. Non, mais sérieusement, c'est-à-dire c'est une énorme richesse aussi, parce que cette résilience, comme disait Audrey, cette capacité de dire, si demain c'est différent, ben, je m'adapterai. Donc voilà, c'est à double tranchant. Et je ne sais pas si c'est si important, en tout cas pour moi, de dire je me sens ici faire partie du mainstream. Bon, franchement, c'est pas quelque chose dont j'ai souffert. J'ai fait ma carrière aussi en France à cause de mon bilinguisme, etc. Donc c'était un atout. C'est toujours à double tranchant, je trouve. On a beaucoup de chance. Je devance une question, c'est aussi quand on regarde, quand on vient d'une famille où beaucoup de gens ont souffert autant que ma mère et mes parents, et il nous arrive des pépins dans la vie, on relativise. Le problème, comme disait un de mes amis qui lui travaille avec des enfants très troublés, il m'a dit, mais il faut aussi, et c'est un des thèmes avec ma mère dans la pièce, ne pas nier sa propre souffrance. Il ne faut pas dire parce que je me suis mis le pied dans une chaise et ça fait mal, oh ben ça va, je ne suis pas amputé. Le fait est que c'est qu'on a mal. Donc voilà, donc il y a le relativisme pour surmonter les grandes tragédies de la vie et parfois la capacité de ne pas savoir souffrir suffisamment sur des choses qui font mal quand même. Voilà, pour ça. Et dans la pièce, j'essaye de démontrer ça, voilà. Parce qu'elle se doute à un moment donné, elle dit à sa meilleure amie, peut-être ils ont raison mes enfants, que j'impose un tel seuil
de souffrance. Pour que ça compte. Tout ce qui est en Voilà. dessous, ça compte pas. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, et que ce soit pour des gens de la Shoah, de l'Holocauste, ou pour s'asseoir dans d'autres familles, beaucoup de familles émigrées en particulier. C'est là où je pense que c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue fondamentale, et des personnes déplacées, des personnes qui refont leurs identités, des personnes sur qui les parents mettent énormément de pression pour qu'ils réussissent. C'est ça le vrai défi, quoi. Et donc c'est positif parce que ça vous donne envie de faire des choses, et en même temps, c'est lourd. Enfin, il y a des moments où et on se révolte, et on fait des conneries, et puis voilà. Mais bon, je pense que c'est comme toutes les adolescences et tous les parcours de vie jeunes, mais c'est un peu plus exagéré, amplifié, exacerbé, voilà, exactement. Puis, je propose qu'on conclue là-dessus pour qu'on entende justement aussi la pièce. Mais le dernier point que j'aimerais aborder, qui me semble quand même fondamental, puis qui fera un bon lien avec l'extrait, je crois, c'est quand même comme je ne veux pas dire une philosophie de vie, mais en tout cas, ça teinte définitivement la vision, la manière de voir le monde. Ouais. Et qui me semble aussi être typique d'un certain humour, qui lui aussi est une façon de voir le monde qui transparaît complètement dans la pièce. Et j'aimerais ça entendre un peu là-dessus. C'est l'antidote de la dépression. Vous savez, on n'en parle pas beaucoup, mais beaucoup de gens après la guerre n'ont pas tenu. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas réussi à accepter que ceux qu'ils aimaient le plus avaient disparu. Il y avait la culpabilité, c'est un truc qu'on voit tout le temps dans les récits post-Holocauste. Pourquoi moi? Et est-ce qu'il y a un autre qui m'a remplacé ce jour-là? Si on va dans les cas extrêmes, les Sonderkommando, c'est-à-dire ceux qui en fait travaillaient pour l'extermination, hein, physiquement, dans les chambres à gaz et dans les crématoires, et sans aller jusque-là, il y a un moment donné où des sélections étaient... Hein, je vais vous raconter une histoire pour montrer à quel point ça tenait à un fil. Le nom de jeune fille de ma mère, c'est Krieger. Et Krieger, en allemand, ça veut dire guerrier. Et un jour, il y a une descente sur leur immeuble, à Lodz, pour faire un transport pour aller au camp. Et il n'y a pas assez de place dans les camions ce jour-là. Ils ont besoin de leur quota, et voilà. Et ils regardent les papiers, et à un moment donné, il y a l'officier qui décide qui part et qui reste, qui voit que le nom de ma mère, donc le nom de son père, est Krieger. Et il dit, ah, quel beau nom allemand. Non, ça va, ne partez pas. Pour moi, ça résume tout. Et puis, il y a des moments comme ça à quoi ça tient, quoi. Il y a toujours un miracle, il y a toujours une chance. Et ça aussi, c'est... Mon père me disait, d'ailleurs, quand je me suis cassé le cou, il y en a beaucoup de gens qui connaissent ça ici, quand je me suis cassé le cou, il m'a dit, je vais le dire en yiddish parce qu'on parle beaucoup français, la gute Sache, dass da so viel Masel verdost nicht kann zeigen. Pour ceux qui comprennent, c'est une bonne chose que tu as tellement de chance parce que tu n'as aucun sens de la vraie vie. Voilà. Et je pense que j'ai beaucoup de chance. Voilà. Donc avec l'âge, maintenant c'est révélé au public, avec l'âge, peut-être j'ai un peu de sagesse, mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai beaucoup de chance d'être là ce soir. Vraiment, merci. Oui, je partage ça. Merci d'être aussi généreux. Merci beaucoup. Alors, on va faire la place pour la lecture. Je pense que nous, on cède le lieu complètement. Parfait. Alors là, c'est la partie difficile parce qu'on a une vraie actrice, une vraie comédienne. Et puis, on n'a pas les 5 personnages. So, we're going to do a reading. Most people here understand English, so I'll just do this part in English. We're going to do a reading in French of excerpts from the play. I'll introduce each excerpt. It's not going to take long, 15 minutes. Some of you can see the third period. Maybe it'll go into overtime. 3-2 for the Habs. Oh. So this is a very sad moment. We're talking about the Holocaust and the Habs are losing, and this is really bad. 3-2.
3-2, yeah. And where are they? In the Second period. second period. All right. Anyways. Donc, so we're going to read excerpts from the play. I'll explain each time the context. One of the problems we have, and I can't get into drag, is that one of the characters is actually the guy interviewing his mother, and the other role that I play is her ghetto Schwester, her sister from the ghetto and from the camps. So I'll be going back and forth between the two. And Danielle will be playing Noma, the mother, and Maya will be playing Annie. Okay? And there'll be a little bit of moments where we jumble. It's a read. It's not as though we're presenting a real play. It's a read. It's like a rehearsal, if you like. On commence où là? Je regarde. Ici, scène 3. Voilà. Alors là, je joue Samuel, qui vient donc interviewer sa mère pour faire un documentaire sur la guerre, sur ses expériences. Il faut savoir qu'elle refuse d'être filmée parce que elle dit: je ne veux pas être une bête de cirque, et surtout, je ne suis qu'une voix, il y aurait d'autres voix, donc elle décide à ce moment-là qu'on ne la filme pas. Donc on l'enregistre, ce qui était le cas dans l'entretien que j'ai fait avec ma mère. On l'enregistre de manière juste audio, ok, juste sa voix. Bon, commençons. Alors, j'aimerais que tu présentes ce que tu nous as dit, et voilà, qui tu es et d'où tu viens. Ici au Canada, on m'appelle Noma ou Norma, Naomi ou Naomi Stein. À la maison, quand j'étais petite à Lodz, en Pologne, on m'appelait Noa Muller. Ah oui, j'ai eu un autre nom, si on peut appeler ça un nom. 422. C'est ainsi qu'on m'appelait lorsque je travaillais comme esclave pour les Allemands dans les usines Krupp, dans la banlieue de Berlin. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à ta vie avant la guerre. Je suis née à Lodz en 1925, le 29 avril. J'ai grandi dans une famille très unie. J'étais de loin la plus jeune. J'étais choyée. Je crois qu'aucun enfant n'a été aussi heureux que moi. Mes frères et sœurs me traitaient comme une lalque, une petite poupée. Mes parents et mon frère étaient tailleurs de vêtements pour femmes. Mon frère, très doué, dessinait des belles robes. Ma mère faisait les finitions. Mon frère me faisait des petits vêtements pour mes poupées. Ma mère m'apprenait à coudre pour ajouter des petites touches. Des paillettes, des bouts de dentelle. J'avais l'impression de jouer avec tout le monde toute la journée. Et puis à l'âge de 6 ans, je suis allée à l'école publique où j'ai appris le polonais. Nous ne parlions que le yiddish à la maison. Alors l'école a été un peu difficile pour moi au début et j'attendais la fin des cours pour me précipiter à la maison. J'aimais plus les aiguilles que les crayons. Alors Lodz était la deuxième ville de la Pologne en termes de sa population juive. C'était aussi un centre très important du textile. Effectivement. On disait que Lodz était le Manchester d'Europe centrale. Il y avait des artisans comme ma famille, mais aussi des grandes usines détenues surtout par des Juifs ou des Polonais d'origine allemande, ceux qu'on appelait les Volksdeutschen. Mais ça, c'est une autre histoire. J'avais 14 ans quand les Allemands sont entrés dans Lodz. Je n'avais aucune idée de ce que tout cela voulait dire, parce que je n'avais jamais vu autant de soldats, de véhicules, de chars et de chevaux. Le défilé était sans fin. J'ai pensé que la nuit allait durer toute une éternité. Beaucoup de gens sont sortis et ont accompagné les occupants avec des fleurs, en criant leur joie. Je ne comprenais pas que certaines personnes qui la veille étaient nos amis et nos voisins se précipitent maintenant sur les Allemands pour les accueillir avec des fleurs. J'étais heureux de les voir arriver. Parle-nous un peu de la relation à Lodz
entre juifs, polonais et allemands ethniques, les Volksdeutschen, comme tu les appelles. Je sais pas, nous vivions ensemble, assez harmonieusement. Juifs, polonais, Volksdeutschen. Par exemple, un de nos voisins, un homme appelé Mellner, était un Volksdeutsch. Nous entendions bien. Quand les Allemands sont arrivés, par exemple, il a changé. Il a mis un drapeau nazi à la fenêtre et ne nous a plus jamais adressé la parole. Il ne parlait plus polonais, seulement allemand. Lorsque le ghetto a été emmuré en avril 40, Mellner a quitté notre immeuble et nous a traités de sales juifs. Bon, voilà tout. Arrêtez l'enregistrement, je vais m'en poser. Là, il demande, Annie, chérie, peux-tu me rendre un service? Tu vas chez Esposito, prends 1 kilo de pommes de terre, 1 kilo d'oignons, 4 gros navets et quelques carottes, avec des fans s'il y en a. D'accord? ça c'est la fin de la scène. Alors maintenant tu es mieux organisé que moi, donc je vais tricher de... Voilà. Alors, elle revient avec ses courses de chez Esposito, avec les légumes, et Noma décide qu'elle va changer d'avis et qu'elle va se laisser filmer une fois. Elle ne veut pas être filmée pour le reste, elle va se laisser filmer une fois. Et donc là, on rentre dans une autre scène. Bonjour, chers amis. En particulier, ceux qui s'intéressent à la bonne cuisine, je vais vous montrer ce que c'est que la vraie gastronomie juive. Vous savez, en France, il y a des étoiles Michelin. Je vais vous préparer un repas digne d'une étoile de David, comme dans le ghetto. En plus, ce repas est entièrement végétarien, végan même, et fait avec des produits locaux, sans gaspillage. Nous utilisons tout, épluchures, fans de carottes, tout. Ah oui, d'abord j'aimerais vous présenter mes collaborateurs, un mot que j'utilise rarement pour désigner mes proches. À ma droite, ma chère amie Malka, qui, comme moi, on fait semblant, quoi. Je sais pas... Ouais, il n'a pas de barbe, il a une robe. Bon. Donc, à ma droite, ma chère amie Malka, qui, comme moi, vient de Lodz. Nous nous sommes rencontrés au moment de notre déportation du ghetto et nous avons beaucoup voyagé ensemble, en terminant notre périple dans un camp appelé Ravensbrück, un très bel endroit dans la campagne au nord de Berlin, où nous étions les invités du Reich et avons eu l'honneur de travailler pour Siemens, une belle marque allemande. Mais ça, c'est une autre histoire. Mon fils Samuel est derrière la caméra. Il n'est pas Steven Spielberg, mais je ne suis pas Brigitte Bardot. Tiens Sam, tu pourrais aller voir Siemens Group, où j'ai travaillé comme esclave et leur demander de sponsoriser ton film. Ok. Est-ce que tu peux présenter Annie maintenant? À ma droite, ma fille Annie, qui vit avec moi à Montréal. Alors, qu'allons-nous vous cuisiner aujourd'hui? Nous allons commencer par une très bonne Augebrannte soupe, ce qui veut dire en yiddish soupe brûlée. Mais ne vous inquiétez pas, elle est très bonne et elle n'est pas brûlée, juste dorée. Elle sera suivie de notre plat principal, un steak de navets sur un lit de fans de carottes, garni d'épluchures de navets et de pommes de terre. Ah oui, je voulais vous parler de la façon dont je me procurais les ingrédients pour notre repas dans le ghetto. Je travaillais dans l'hôpital de la rue de Trebowska. J'épluchais des pommes de terre et des légumes et je me débrouillais pour voler les épluchures et des légumes. Quand nous passions les contrôles de la sortie,
Nous pouvions perdre notre travail ou être sévèrement punis. Un jour, ils ont décidé de liquider l'hôpital. Les camions étaient garés directement sous les fenêtres de l'établissement et jetaient les enfants dans les camions. Pour sauver des enfants, nous leur avons administré des somnifères pour faire croire qu'ils étaient déjà morts. Puis, les Allemands se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas morts, qu'ils étaient simplement anesthésiés. Tout l'hôpital a donc été liquidé. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, le repas d'aujourd'hui est donc celui que tu aurais préparé dans le ghetto? Ouais. Le repas d'aujourd'hui est exceptionnel, car nous avons à la fois des pommes de terre, des oignons, des navets et même des fans de carottes, une combinaison rare à l'époque. Alors, Malcolm, tu épluches les navets, assez épais pour faire des grosse loction, des nouilles épaisses. Comment les Italiens les appellent, mon fils qui sait tout? La tagliatelle, pardon. Annie, tu fais la même chose avec les pommes de terre, les grosses épluchures aussi. Je m'occupe des oignons. Occupe-toi de tes oignons, maman. Comme ça, je pleurerai un peu et tu pourras t'en servir pour ton montage, mon fils. Donc, on va d'abord faire la soupe brûlée, la Ogibrante soup. L'idée, c'est de faire revenir les oignons, d'ajouter un peu de farine, que l'on fait griller un peu pour donner un goût de viande. On fait bouillir les pommes de terre et on les écrase pour faire une bonne soupe bien épaisse. Après, on coupe les navets en tranches épaisses, comme si c'était de la viande, des tournes d'eau, comme on dit en français. Nous allons maintenant faire griller ces tranches pour le plat de résistance. Voilà, mon fils, tu m'as appris ce truc de jeu de mots avec ton psychanalyste, comment il s'appelle, Lacan? Un plat de résistance, c'est pas mal, non? Donc là, le repas est cuit. Et donc, pardon. Le repas est cuit et on s'assoit pour manger. Donc là, normalement, tout le monde mange ensemble, les 5 personnages. Annie prend un peu de recul, tu veux sortir ta cigarette? Elle n'est pas emballée par tout ça parce qu'elle pense que... Voilà. Donc Annie est dans le coin et fume sa cigarette, elle n'est pas très contente. Et on s'assoit pour manger le repas. Vous aimez l'Ogibrante soup? C'est un chef-d'œuvre de ce que mon fils appelle Ersatz en allemand. Alors là, je suis le fils, hein, et pas Malka, et je réponds. C'est bon, moi. J'aime bien le goût un peu doux, amer. Ah, toujours le fils parfait, doux, amer, mais c'est dégoûtant. C'est le goût de la mort, de l'illusion, du sang séché. Je me souviens que papa, lui, voulait jamais manger cette misérable soupe. Elle ne faisait que lui rappeler les mauvais souvenirs. Alors arrêtons cette comédie pathétique. Tu as raison, Annie, mais c'est une façon de montrer que même dans les pires moments, il faut essayer de garder un peu d'espoir. De prendre plaisir à manger ensemble, même si ce sont des misérables légumes pourris. Tu insultes ta grand-mère en disant cela, Annie. C'est elle qui voulait nous faire oublier nos souffrances. Quand j'avais 15 ans, j'étais fière de ramener de la nourriture à la maison. Ta grand-mère était heureuse de nous faire préparer un repas, même si ce n'était que quelques piètres légumes pourris. Je ne mangerai pas cette merde. Tu sais, Annie, quand tu n'as pas mangé depuis plusieurs jours, je te garantis que c'est bon, même que c'est un vrai régal. C'est ça qui m'énerve. Tu me dis toujours que je ne comprendrai jamais ce que c'est la souffrance. Mais c'est toi qui ne comprendras jamais ma souffrance. Parce que la tienne est la seule qui compte. Tu te souviens, maman, il y a quelques années, nous avons assisté à une conférence avec un soldat canadien qui a parlé du débarquement en Normandie.
Tu lui as dit que ce qu'il avait vécu, ce n'était rien en comparaison de ce que tu as enduré sous les nazis. Tu dois arrêter. Oui, tu as souffert de manière inimaginable. C'est indéniable. Mais c'est pour cela qu'il faut reconnaître que les autres souffrent aussi. Ne banalise pas la souffrance des autres. Tu ne sais pas non plus ce que c'est d'entendre de la bouche de sa propre mère que ta souffrance ne compte pas. Tu sais pourquoi je continue à fumer? Quand j'avais 15 ans et que tu m'as surprise avec une cigarette, tu te souviens de ce que tu m'as dit? Alors, qu'est-ce que c'est que je t'ai dit? Ça aurait été trop facile. Tu as dit, tu sais quand j'ai commencé à fumer, c'était dans le ghetto pour oublier la faim. Tu vois, c'est comme ça avec toi, c'est toujours toi. Ce n'est jamais les autres. Quand Paul m'a quittée et que je t'ai dit qu'on allait divorcer, tu as fait un commentaire vraiment génial aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que je t'ai encore dit? Tu m'as dit pourquoi ça m'arrive à moi, encore à moi. Tu ne te rends pas compte de ce que cela m'a fait. À l'époque, je voulais que tu me soutiennes, que tu me dises que tu comprends ma souffrance. Mais toi, tu en ajoutais à la mienne. Tu vois la différence? Non, je vois que tu ne comprends pas, que tu penses que je suis qu'une hystérique, que je suis faible, que je suis pathétique, que je te ferai toujours souffrir. Mais tu ne comprends rien. Tu n'es pas la seule à souffrir. Voilà, donc ça, c'est un élément clé. Pardon. Ça, c'est un élément clé, comme quoi cette souffrance est tellement indicible, comme on disait, est tellement extrême, que la capacité de toujours minimiser, pour ne pas dire trivialiser celle des autres, est un problème avec lequel on a dû grandir. Alors là, on passe, rassurez-vous, à la dernière partie de la lecture. L'avant-dernière. L'avant-dernière. Et là, on dit sur quoi? Parce que moi, je suis totalement perdu. Là, tu joues Malka. Là, je joue mal clair, ouais. C'est ça. Est-ce que je peux prendre un petit accent juif pour que... Si tu veux. Ok. Alors là, c'est une scène, et je pense que c'est très important, et Audrey en a parlé au début, comme quoi il y a des gens qui ne voulaient pas parler. Ils ont dit, un, ils ne vont pas nous croire, et deux, je ne veux pas faire souffrir les autres. Et en France, je sais que c'était ici on en parlait plus, je pense, mais culturellement en France, ça a été un problème pour beaucoup, beaucoup de jeunes, parce que les parents voulaient les épargner, et quand ils arrivaient à un certain âge, et quand ils ont appris ce qu'ils n'avaient pas su, ils ont dit, alors j'ai vécu toute ma jeunesse dans cette illusion, et ça a été un choc pour eux. Donc, ceux qui parlent, ceux qui ne parlent pas. Je ne sais pas si je veux continuer, Malka. Ça fait trop mal. Et à quoi bon? Je comprends, c'est pourquoi moi je raconte jamais mon histoire. On se souvient de choses qu'on a essayé d'oublier, et comme je disais, les gens peuvent même pas imaginer ce que c'était. Il y a autre chose qui me trouble. Je ne peux pas l'expliquer. Les choses sont étranges entre mes enfants et moi. Annie est tellement dépendante. Elle ne peut pas vivre sa propre vie. Son anorexie, ses phobies, son besoin de tout nettoyer en permanence, la cigarette, les accusations. Je comprends pas, je comprends rien. Peut-être qu'elle a raison, peut-être que je ramène tout à ma propre expérience, peut-être que je suis aveugle à tout le reste. Tu as dit que tu n'avais que 14 ans lorsque les Allemands sont entrés dans Lodz. Nous étions des enfants, vivant des choses inimaginables. Non seulement nous avons été privés des personnes que nous aimions, mais nous avons également été privés de notre jeunesse. Je me disais que si Annie et Samuel se plaignent de la façon dont tu les as élevés, dont tu les as surprotégés, c'est parce que tu n'as jamais été une adolescente, une jeune. Tu devrais être une psychanalyste pour mon fils, Marc. C'est trop cher. Et oui, je sais que je les ai surprotégés. J'arrivais pas à chasser la peur de mon esprit. Il y a autre chose qui me gêne. Que Samuel me considère comme une sorte de trésor vivant. Tout ce qui semble l'intéresser, c'est que je suis une victime de guerre, une survivante, un personnage. J'ai l'impression qu'il cherche des histoires un peu typées,
Mon enfance est un conte de fées. Ma guerre est une histoire d'horreur. Ma vie est une série de télévision. Ma rencontre avec son père est un film hollywoodien. Je deviens une sorte de personnage, une collection d'anecdotes. Je sais pas. C'est compliqué, mais je pense que tu devrais finir ce récit. En fait, le repas du ghetto, c'était vraiment bien. Hein. J'ai particulièrement aimé la soupe. J'en ai pas mangé depuis longtemps. Et je reste à tes côtés. Tout ira bien, comme toujours. Arrête de t'inquiéter. Mon Dieu, qu'est-ce que tu es unie de chez maman. Alors la dernière scène, c'est la fin de la guerre. Elles sont toutes les deux dans le camp de Ravensbrück. Alors pour ceux qui ne savent pas très, très rapidement, Ravensbrück était un camp uniquement pour les femmes. Et il y a eu aussi quelques grandes résistantes françaises. Bon, c'était un camp uniquement pour les femmes, extrêmement cruel. Et c'est là où elles ont abouti, où ma mère a abouti avec Malke, après avoir été donc esclave des Allemands à Berlin. Et juste un petit mot historique, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, tu sais très bien Rivka, ont été sauvées pendant la guerre. Elle a été prise de Auschwitz, ma mère elle attendait la mort, pour être travailleuse esclave. Et beaucoup de gens, soit sont partis ailleurs, soit ont été pris comme esclaves pour l'effort de guerre allemand, ce qui leur a permis de vivre et finalement de survivre. Alors, je vais te parler du transport qui nous a conduits de Ravensbrück. Là, ils vont partir. C'est la fin de la guerre. La Croix-Rouge suédoise avait signé un accord secret avec Himmler, chef des SS et des camps de la mort. Bof. Il pensait stupidement qu'il pourrait sauver sa peau en épargnant quelques prisonniers de camp. D'abord des Scandinaves, puis des Juifs et d'autres. Mais ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, la Croix-Rouge suédoise est arrivée avec de grands bus, les bus blancs comme ils les appelaient. Nous avons donc fait la queue. Au moment de partir, on a dit à Malke de monter dans un bus, mais on m'a demandé d'attendre le prochain. J'ai commencé à pleurer, tout comme Malke. La fille de la Croix-Rouge suédoise, qui parlait un peu allemand, m'a alors demandé « Warum weinen Sie ?» Pourquoi pleurez-vous? Je lui ai expliqué que Malke était ma sœur de camp, qu'on ne voulait pas être séparés. Malke est donc descendu du bus et la personne derrière moi est montée. Là, je suis Malke et elle dit « Oui, nous avons dû attendre le lendemain. Ils nous ont dit de retourner au camp de Ravensbrück. Et nous avons dit non. Si vous voulez, vous nous tuez sur place, mais on ne repart pas au camp. » Nous sommes restés dehors, à la porte du camp. De l'autre côté de la route, il y avait des baraquements, abritant des soldats allemands blessés. Certains avaient perdu un bras ou une jambe, d'autres étaient aveugles, malades. Il y avait des belles baraques blanches, avec des vrais lits et des couvertures, et ils étaient allongés sur des chaises longues. Des infirmières et des médecins s'occupaient d'eux, mais c'était misérable. Nous avions des colis contenant des cigarettes et des chocolats, et lorsque nous avons vu ces Allemands, on leur en a donné. Et là, Samuel dit, vous leur avez donné à ces soldats allemands vos cigarettes et vos chocolats? Ouais. Un Suédois de la Croix-Rouge, il a réagi exactement comme toi. Vous sortez d'un camp où le sang de votre peuple coule encore et vous leur donnez des cigarettes et du chocolat. Avant, on s'était dit, on va construire des camps de concentration.
On va les tuer, on va tous les brûler. Mais dès que nous étions libres, nos cœurs et nos esprits ont changé. Nous avons passé la nuit dans les baraquements propres, à côté d'eux. Les bus sont finalement arrivés et sur le chemin, des avions ont tiré sur nous et beaucoup de gens ont été tués. Les chauffeurs criaient à tue-tête, sortez, mettez-vous à l'abri dans la forêt et plus loin, le plus loin possible. Une de mes amies, Macha, qui est une femme qui a vécu à Montréal et qui est une amie proche de ma mère, était assise dans un autre bus avec sa petite sœur sur les genoux. Sa sœur a été décapitée par des tirs qui ont traversé le bus. Macha n'a jamais été touchée. Quel coup de chance. À l'arrivée À Malmö, nous avions chacune une chambre dans une grande université. Oui, Malmö en Suède, naturellement. Ils nous ont donné des vêtements, puis des petites trousses de toilette avec des peignes. Et nous ne pouvions pas les utiliser, parce que nous n'avions pas de cheveux. Ils nous ont aussi donné des soutiens-gorge, que bien sûr, nous ne pouvions pas utiliser non plus. Une paire de chaussures à notre taille et des robes. Oh, nous étions heureuses. Nous nous sommes habillées, chacune dans sa chambre. Après, nous sommes sortis dans la cour, portant nos nouveaux vêtements. Certaines d'entre nous étaient elles-mêmes maquillées, et chacune tenait son peigne à la main, faisant des gestes comme si elle se coiffait, et nous avons éclaté de rire. Oui, nous étions heureuses. Et tu sais quoi? Après avoir ri, nous avons toutes pleuré pendant très longtemps. Ce jour-là était le 29 avril. C'était l'anniversaire de ma mère, de ta mère. Elle dit à Samuel, je lui ai dit, tu vois, je t'avais dit que nous serions libres pour ton anniversaire. Et là, Samuel dit, mais que s'est-il passé ensuite? Eh bien, le lendemain matin, le 30 avril, les Suédois nous ont réunis dans une grande salle. Il y avait un énorme gâteau d'anniversaire, un vrai, avec de la crème, des bougies, tout. Ils savaient que mon anniversaire avait eu lieu la veille, en regardant mes papiers. Et le personnel de l'hôpital m'a donné tellement d'argent que j'étais assise avec des pièces et même des billets dans les plis de ma robe. C'était le 30 avril, comme je vous le disais. Et après avoir soufflé les bougies du gros gâteau, le médecin-chef m'a annoncé qu'il avait un autre cadeau pour moi. Il m'a regardé droit dans les yeux et en pleurant, il m'a dit « Hitler est mort ». Donc voilà, donc c'est ce basculement des choses. On essaie de entrer dans la pièce. Je voulais vraiment remercier Maud qui s'est complètement engagée. Je m'excuse parce que mon rôle de femme témoignage. C'est parce que tu portais pas de robe. C'est ça, ouais. La prochaine fois, je me mettrai en drague. Ouais. Mais merci beaucoup. Cette soirée nous a rappelé que la commémoration de l'Holocauste ne consiste pas seulement à préserver le passé, mais aussi à veiller à ce que ce souvenir continue de vivre à travers les générations futures. À une époque où l'antisémitisme et le racisme sont en hausse, cette mission est plus importante que jamais. Merci à tous d'être ici.